Avant de filer à Windhoek, on reste un peu à Abidjan plutôt pour parler de Charles Blé Goudé qui demande pardon aux victimes de la crise post-électorale dans son pays. On était avec nos chers invités, Germain Pouli, Gabin Adjao et Cyril Sablasso. Alors, Charles Blé Goudé, on parlait de lui, Gabin Adjao, il dit les hommes politiques doivent comprendre qu'on fait la politique pour donner la vie, pour améliorer la vie et non pour ôter la vie, assurant être là pour apporter sa pierre au processus de paix qui a été bien enclenché par les autorités ivoiriennes. Charles Blé Goudé ne cesse de remercier le président Alassane Dramane Ouattara. Alors ça, il faut le souligner, Gabin Adjao. Ouais, c'est très important puisque c'est quand même lui qui lui a permis de revenir au pays, c'est lui qui lui a permis d'avoir son passeport et ensuite de pouvoir rentrer au pays dans de bonnes conditions. C'est à lui d'assurer sa sécurité parce que après les violences électorales qu'il y a eu, tout le monde ne peut pas te porter dans son cœur et Charles Blé Goudé à son retour, c'est tout à fait normal qu'il remercie le président de la République qui lui a permis affréter même un avion particulier pour qu'il puisse rentrer et lui assurer sa sécurité. C'est vrai, c'était même sous la pluie, hein, mais on a vu toute la mobilisation qu'il a eu autour du monsieur. Ça démontre à suffisance ce que représente cette personne-là. Mais moi, j'ai fait une certaine analyse. Le retour de Charles Blé Goudé, on a vu Simone Gbagbo, qui est aller quand même l'accueillir. Et ce qu'il a dit à Simone Gbagbo, c'est quand même quelque chose de très fort. Il lui a dit « Maman, je suis là, ne pleure plus ». C'était une phrase tellement forte que ça demande aujourd'hui que entre lui et Gbagbo, ce n'est plus véritablement ça. Et Gbagbo n'a même n'est plus avec Simone Gbagbo. Politiquement, il n'est plus avec lui. Et même maritalement, ils ne sont plus ensemble. Donc, ils ne sont plus ensemble. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a une certaine union entre Blé Goudé et Simone Gbagbo. Et même Afi N'Guessan lui a tweeté, a dit bonne arrivée à Charles Blé Goudé, ce que n'a pas fait le camp Gbagbo et le PPA. Il était même là. Et il a même fait savoir sur les réseaux sociaux donc, ce que n'a pas fait le camp Gbagbo et le PPACI. Donc beaucoup de personnes disent aujourd'hui que Gbagbo est pris en otage par ceux-là qui l'entourent et ainsi de suite. Bon, c'est vrai que Gbagbo n'a plus ses jambes de 20 ans pour faire certaines choses, mais quand même, pondre un communiqué, c'est tout à fait normal quand tu sais que celui dont tu étais le père est de retour au pays. Ton fils prodige est là. Il faut quand même le féliciter, lui souhaiter bonne arrivée, ce que n'a pas fait Gbagbo. On sait très bien que Yopougon représente la plus grande base électorale du FPI. Yopougon aujourd'hui, le fils de Gbagbo, Michel, est député de cette zone-là, mais avec la capacité de mobilisation de Charles Blé Goudé, on doute fort que le PPACI garde cette bastion-là pour lui. Donc aujourd'hui, moi je me pose véritablement de questions. Il y a un éclatement au niveau de l'opposition, ça c'est clair. Ça arrange beaucoup plus le RHDP. Le RHDP est uni, mais l'opposition aujourd'hui, ils vont se partager la même base électorale. Si le PPACI veut aller aux élections aujourd'hui, c'est la même base électorale avec le COGEP. Et aussi avec le FPI de Afi N'Guessan. Donc le RHDP qui a mis le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, au niveau de Yopougon. Ce qui veut dire, et Adama Bitogo a été à Yopougon la fois dernière, on a vu toute la mobilisation autour. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la base électorale de l'ancien FPI de Gbagbo est éclatée entre plusieurs partis politiques. Donc aujourd'hui, si Charles Blé Goudé joue très bien son rôle, et je sais que c'est un monsieur très sage, il est très patient, il n'est pas pressé pour aller conquérir le pouvoir, il va attendre à ce que le temps des vieux la passe. Si je peux le dire, c'est pas péjoratif. Si le temps la passe, il représente en quelque sorte l'alternative du pouvoir en Côte d'Ivoire. Et la plupart des personnes en Côte d'Ivoire lui font confiance plus que Guillaume Soro, dont je ne sais pas, il ne dit absolument rien aux gens parce que, premièrement, les Ivoiriens ne lui font pas confiance. C'est un monsieur hybride, il n'a jamais été stable. Il a doublé Gbagbo et ensuite il a doublé Ouattara. Donc aujourd'hui, s'il revient même, je ne sais pas dans quel camp il va se retrouver. Je ne sais même pas qui va l'accueillir. Donc c'est un monsieur, aujourd'hui, je pense qu'il est mieux à l'étranger qu'en Côte d'Ivoire. Mais Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un de très sage. Il a su apprendre de tout ce qui s'est passé. Il ne s'est pas
mué en victime, mais quand même, il a appris de tout ça et aujourd'hui, il est revenu en tant que sage, en tant que conquérant, en tant que rassembleur. Et je suis sûr que les Ivoiriens et la plupart des partis minoritaires vont se retrouver en lui. Alors, Cyril Sablasso, comment justement on peut analyser l'absence là de Laurent Gbagbo à l'aéroport d'Abidjan, alors que Simone et Yves Gbagbo étaient là, alors que l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan aussi était là, quand on sait qu'entre ces deux personnalités, et déjà cité Laurent Gbagbo, ce n'est plus le grand amour, hein, politiquement bien sûr. Moi je crois qu'il n'y a pas d'explication, hein, parce que ils étaient deux à partager une même cellule, hein, presque 10 ans, une décennie, ensemble au niveau de la Haye. Ils étaient de bons amis avant qu'ils n'arrivent là-bas. D'ailleurs, même Charles Blé Godé l'appelait affectueusement papa. Et après le retour de Laurent Gbagbo du côté au niveau de la Côte d'Ivoire, Charles Blé Godé en temps avait accusé Laurent Gbagbo de ne rien faire pour qu'il puisse aussi revenir, que lui, après d'être rentré au niveau de la Côte d'Ivoire, il a oublié. Donc, je crois que c'est le début de leur, entre guillemets, guerre froide. Et Laurent Gbagbo Santan n'avait pas accepté du fait que, entre guillemets, son fils l'avait accusé de traite. Parce que depuis la Haye même, Charles Blé Godé n'était même pas d'accord, hein, lorsque Laurent Gbagbo avait entre-temps rendu visite à l'actuel président. Donc Charles Blé Godé était senti, entre guillemets, laissé ou mis à la quarantaine parce qu'il n'était même pas contacté régulièrement par Laurent Gbagbo. Donc il y avait ce début de discorde là entre eux. Mais Laurent Gbagbo, lui, étant sage, étant plus âgé, étant plus expérimenté, mais plus que Charles Blé Godé, devait faire, entre guillemets, profil bas sur ces petits problèmes-là et accueillir Charles Blé Godé comme un véritable fils. Mais malheureusement, c'est ce qui n'a pas été fait. Nous avons vu des adversaires politiques de Laurent Gbagbo, Affi-N'Guessan de FPI, qui était parti l'accueillir, l'ex-femme de Laurent Gbagbo, qui représente aujourd'hui une marraine politique pour Charles Blé Godé, qui était parti aussi l'accueillir. On a vu des représentants du pouvoir public de la Côte d'Ivoire, des représentants du gouvernement qui étaient partis tous l'accueillir. Donc aujourd'hui, moi je crois qu'il n'y a pas d'explication du fait que Laurent Gbagbo n'a pas été au niveau de l'aéroport pour accueillir son fils. Mais je crois que, connaissant Charles Blé Godé, qui est vraiment sage et intelligent, je crois que dans les prochains jours, lui va lui rendre visite. Je le connais pour ça, on le connaît pour ça. C'est quelqu'un qui aime surprendre. Il va essayer de rendre visite à son mentor, peut-être mener des discussions entre eux. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre eux? En temps, nous, aujourd'hui, on ne saura le dire. Mais nous allons le dire que dans les prochains jours, je crois qu'il y aura des discussions entre eux et ensemble. On verra si il y aura une future collaboration entre les deux personnalités. Mais je crains aussi fort que Charles Blé Godé sera aussi tenté d'aller travailler avec Alassane Ouattara. Voilà, parce que nous sommes en politique et tous les coups sont permis. Voilà. Alors, Germain Poulu, est-ce que ce pardon de Charles Blé Godé peut véritablement jouer dans la balance? Parce qu'on sait qu'il y a également le collectif des victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. On a vu Gbagbo au pays, ce collectif avait à un moment donné parlé, mais ça n'a pas fait long feu. On sait qu'avec Charles Blé Godé également, ce collectif peut revenir, mais il a demandé pardon. Oui, bon, une chose est de demander pardon, une autre chose est que les concernés acceptent le pardon. Et quand on prend ce collectif, il a toujours gardé sa ligne droite, c'est demander justice et réparation. Donc pour lui, déjà la libération de Gbagbo et de Charles Blé Godé était injuste à ses yeux quand il y a eu des victimes de cette crise-là. Mais en même temps, ce collectif aussi devrait arrêter de voir les bourreaux seulement dans un camp, dans le camp de ceux qui ont perdu la guerre et dont certains ont été arrêtés et envoyés donc à la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, c'est sûr que ce collectif
serais tenté de réagir. Mais après ce qui s'est passé avec Gbagbo, je pense aussi que ce collectif a un rôle à jouer aussi dans la réconciliation de ce pays. À ce titre-là, devrait aussi changer de ton. Parce que c'est vrai, c'est eux qui souffrent, c'est eux qui ont eu du mal, c'est eux qui ont eu des pertes énormes en vie humaine, en matériel et tout cela. Mais en même temps, la réconciliation les concerne. Et quand vous pardonnez aussi, vous êtes soulagé. Celui qui vous a offensé est soulagé, mais en même temps, vous aussi, ça vous libère d'un certain poids. Et je pense que les victimes le savent. Maintenant aussi, il appartiendra après à l'État qui est en train de conduire ce processus-là, de trouver des mécanismes qui ont été expérimentés dans d'autres pays pour accompagner aussi les victimes et les amener à vite passer à autre chose et à oublier cela. Mais je crois que Blé Goudé, contrairement à Gbagbo, on l'a déjà rappelé, a demandé pardon. Peut-être que si Gbagbo, dès son arrivée, avait demandé pardon, la réaction des victimes serait autre. Voilà quelqu'un qui ne rentre pas comme si tout est normal. Il rentre quand même en se disant nous avons créé du tort à ce pays-là. Il y a des gens qui souffrent encore par notre faute. Et il faut demander pardon, c'est assez symbolique. Et là, le pays est inscrit dans un processus de réconciliation. Et tout le monde a besoin de cette réconciliation. Je ne dirais pas que les victimes sont les plus concernées, mais tout le monde a besoin de cette réconciliation. Et l'association de ces victimes-là doit jouer sa partition, qu'elle donne une chance à Blé Goudé de jouer sa partition, surtout qu'il vient avec beaucoup de volonté, avec beaucoup d'engagement, donc pour contribuer à cette réconciliation dont tous les Ivoiriens ont besoin. Allez, on va quitter. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, un mot. Je pense qu'à Côte d'Ivoire, la réconciliation concerne beaucoup plus les leaders de partis politiques, les leaders d'opinion, et ils ne rentrent pas forcément au sein de la population. C'est aussi ça le problème. Je vais faire un petit crochet en passant par le Togo. On a eu organisé un CVJ hier et tout le monde a eu à témoigner, ainsi de suite. Je pense que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est encore pire que ce qui s'est passé au Togo. Et aujourd'hui, il faut créer... Oui, Kakabe doit pouvoir créer une certaine commission pour permettre aux victimes de pouvoir s'exprimer et aller aux réparations qui pourront permettre à ce que les cœurs soient totalement libérés. Il y avait eu cette commission dirigée par l'ancien gouverneur de la BCAO, et même Didier Drogba faisait partie de cette commission, mais je pense que les travaux n'ont pas porté. Les résultats n'ont pas été ce qu'attendaient les Ivoiriens, mais surtout avec la libération de Gbagbo et Blé Goudé, les choses sont en train d'avancer beaucoup plus. Allez, on va filer en Namibie. La vice-première ministre namibienne, Nandi Ndaitwah, est en passe de devenir la première femme présidente de ce pays du sud-ouest du continent. Le lundi 28 novembre, le parti au pouvoir a élu cette dame au poste de vice-présidente. Cela fait d'elle la favorite pour conduire le parti aux prochaines élections nationales de 2024. Cyril Sablassou, ce qui est surprenant, cette femme devance le Premier ministre et le ministre de l'Environnement. Oui, je crois que le président namibien Geingob, c'est comme ça on l'appelle, lui aussi est en train de faire la promotion de la gente féminine du côté de Windhoek, du côté de la Namibie. Il est en train de suivre les pas de notre président, M. Faure Gnassingbé, qui est champion dans la promotion de la gente féminine. Nous avons plusieurs ministres qui sont des femmes, le président de l'Assemblée nationale femme, la première ministre femme, la ministre des Armées femme, la secrétaire générale de la présidence femme. Donc, je crois que ministre de l'énergie femme. Le ministre des Sports femme aussi. Voilà. Donc, le président de la Namibie est en train de suivre. C'est pas moi, c'est ce que j'ai aussi aimé dans ça, c'est le fait que c'est la démocratie au fait. C'est le fait qu'il y a une élection entre guillemets primaire, interne, comme les États-Unis le font souvent pour choisir un ou une seule candidate du parti politique. Et c'est l'actuel vice-premier ministre, Madame Netumbo Nandi, qui a gagné la bataille
face au ministre de l'Environnement, Pouamba Chifeta, et à l'actuel Premier ministre congalois, Sarah Congalois. Ils ont des... Donc aujourd'hui, je crois que le président namibien d'offrir une chance, et une grande chance à cette femme-là de lui succéder en 2024, comme on l'a tous vu au niveau de Libéria, Hélène Johnson, et tout récemment du côté de la Tanzanie, je crois. Et donc, nous espérons que à partir de 2024, l'Afrique aura une nouvelle femme présidente. C'est l'occasion aussi de féliciter le parti politique, ce parti politique-là qui est au pouvoir depuis l'indépendance, depuis l'indépendance du SWAPO, depuis l'indépendance de ce pays-là. Et n'oubliez pas que, entre-temps, il y a la cote de popularité du président qui a un peu chuté, qui a quitté de 87% en 50% tout récemment. Donc je crois que le président namibien veut miser aujourd'hui sur cette femme-là pour rehausser le niveau. D'autant plus que cette femme-là, la connaissant très bien, qu'elle a déjà travaillé dans des organisations internationales. Elle a même travaillé du côté de PNUD. C'est quelqu'un qui maîtrise un peu les relations internationales, la coopération internationale. Et nous espérons qu'en 2024, quand elle sera élue, de bonnes choses vont arriver à ce pays-là, de l'Afrique de l'Est. Il a dit elle est en passe de devenir la présidente du pays, à condition qu'elle gagne les élections. Dans tous les cas, Germain Pouli, le président du pays, Hage Geingob, qui doit se retirer à la fin de ce mandat actuel, a refusé de désigner un successeur comme l'avaient déjà fait ses prédécesseurs. D'abord l'alternance, la démocratie au sein du parti politique avant de viser le pouvoir suprême. Oui, c'est une bonne chose que les primaires se jouent dans nos partis politiques en Afrique, ce qui est souvent rare. D'habitude, c'est le président qui désigne son successeur pratiquement, et ou même s'il y a élection, ça reste des formalités parce que d'avance, le président choisit et quand ça arrive, il n'y a pas d'autres concurrents et ça passe assez rapidement. Et dans le cas de la Namibie, je crois que le président a un double problème parce que, comme le disait Cyril, il y a sa cote de popularité qui a chuté et en tant que tel, s'il soutient un candidat, ce candidat va bénéficier de ses casseroles, si on peut le dire. Donc ça n'arrangerait même pas un candidat qu'il soit soutenu par un président qui a fait chuter de façon vertigineuse. Donc sa cote de popularité, jamais ce parti-là, qui est au pouvoir depuis l'indépendance en 90, jamais il n'a eu un score aussi bas. C'est passé par quelques problèmes économiques, c'est passé par des cas de corruption et tout ça au sein du parti, et même des défections, parce que lors de la dernière présidentielle, il y a un dissident du parti qui a même ravi la vedette à l'opposition en se positionnant avec pratiquement 30% donc, aux élections. Donc aujourd'hui, c'est un parti qui est en difficulté et il vaut mieux que ce président laisse les militants choisir, en tout cas les grands électeurs, choisir donc celle qui va compétir aux couleurs donc de ce parti-là. Et donc en le faisant, il réhabilite la démocratie au sein de ce parti-là. Il évite déjà de compliquer l'élection de son successeur en le soutenant directement. Mais avant, il a appelé tous les membres du parti à accepter les résultats parce qu'il s'agissait d'un scrutin assez ouvert, assez transparent, qui avait toutes les conditions donc pour désigner dans des conditions de transparence celui qui pourrait compétir l'année prochaine au nom du parti. Et donc elle a été élue en face du Premier ministre, en face du ministre de l'Environnement, ce qui reste un exploit.
Mais en même temps, il faut aussi voir que c'est le parcours d'une dame qui est très élogieux, qui a été députée déjà à 38 ans, qui est rentrée au cabinet du président de la République, qui a occupé plusieurs fonctions, plusieurs ministères, avant de devenir vice-premier ministre. Et dans un parti aussi où il y a des cas de corruption, où des ministres sont même arrêtés, il fallait trouver quelqu'un qui puisse rehausser l'éclat du parti, et lui permettre donc d'aller un peu plus en avant avec l'espoir qu'il recouvre ses lettres de noblesse d'antan et qu'il fasse un bon score lors du prochain scrutin. Donc ce président, c'est vrai, il n'a pas influencé l'élection, il n'a pas désigné un dauphin, mais il avait tout intérêt. C'est vrai qu'un autre président, peut-être malgré la baisse de sa popularité, aurait pu s'entêter pour désigner un candidat, quitte à récolter ce qui peut arriver, mais je pense que dans l'intérêt de ce parti, de la démocratie namibienne, et surtout le fait qu'il a envie que le défi soit relevé, et donc c'était normal qu'il le fasse. En même temps, le parti est dans une politique de promotion des femmes depuis quelques années. Ce parti a même imposé un quota de 50%. Oui. De femmes et 50% d'hommes aux législatives, donc de façon paritaire pratiquement, alors qu'ailleurs on lutte, on peine à avoir 40% de femmes dans la plupart des pays africains, avec quelques exploits comme au Sénégal, au Togo, mais eux, je pense qu'ils ont réussi quand même au sein de leur parti à positionner 50% de femmes, même si cette élection aussi n'a pas été assez fructueuse parce que le parti a perdu aussi une bonne majorité législative. Il avait les 2/3 du Parlement, il les a plus, même s'il reste majoritaire, il n'a plus ce même quota. Et donc je crois que c'est une démocratie qui avance, c'est une démocratie aussi qui a pratiqué, il faut le rappeler, pour la première fois, le vote électronique. Donc en Afrique, c'est le premier pays qu'il a essayé en 2014. Et donc ce qu'il vient de faire aujourd'hui, c'est à l'avantage de cette démocratie-là qui est en train de se construire dans ce pays-là, qui est l'un des tout derniers à avoir leur indépendance sur le continent. Indépendance, c'était en 1990 et depuis cette date précisément, Gabin Adjao, c'est le SWAPO qui dirige le pays. Les uns et les autres ont souligné cela. Il y a eu quelques signes de mécontentement ces derniers temps à cause d'un chômage endémique, à cause également de la corruption. Est-ce que vous pensez que cette dame, si elle est élue en 2024, elle va pouvoir changer les choses? C'est tout ce qu'on espère. Premièrement, son choix, je crois que c'est pour... Elle a le profil pour. Elle a le profil pour quelqu'un qui a déjà travaillé dans les arsenaux du pouvoir depuis plusieurs moments. Elle connaît très bien les rouages et elle sait à quoi s'en tenir. Et si aujourd'hui, beaucoup de personnes et des cadres du parti s'élèvent pour dire que bon, elle n'est pas la personne la mieux indiquée, c'est parce que ces personnes-là savent très bien que cette dame, elle n'est pas dans des combines. Donc aujourd'hui, je pense que moi, ce qui me plaît, premièrement, c'est que c'est le pays très jeune, mais quand même, ils ont compris quelque chose et la démocratie est en marche dans ce pays. Déjà de 90 en 2022, ils ont déjà connu 3 présidents de la République. Même si c'est le même parti qui est en train de diriger, il faut voir si cela déteint sur la population ou pas. La population aujourd'hui, c'est le taux de pauvreté, c'est à 21%. C'est à 21%, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire et beaucoup de personnes ne relèvent pas assez, mais c'est une population assez entremêlée avec des exogènes, des afrikaneurs. Il y a des blancs, au moins 80 000 blancs je pense, et aussi il y a des afrikaneurs, c'est-à-dire des gens qui se sont exilés pour venir se réfugier en Namibie. Donc c'est une population aujourd'hui. Moi, leur démocratie, ça me plaît, premièrement. Et ensuite, la dame elle-même, c'est une personne, je pense, qui est très rigoureuse. Beaucoup de personnes l'ont dit. Elle est très rigoureuse. Elle sait comment faire pour pouvoir atteindre son objectif. Et aujourd'hui,
elle mérite sa place. Même si on est à 2 ans des élections, on peut dire qu'elle peut y arriver par faire quelque chose d'assez plausible pour permettre à ce pays-là, et surtout à son parti, de retrouver son éclat. Le choix qui est fait aujourd'hui, premièrement, c'est pour le parti et ensuite c'est pour la population. Même si entre-temps, le parti a eu un coup de chute de par ce qui s'est passé, les histoires de corruption, notamment avec des hommes d'affaires liés au parti. Mais aujourd'hui, et le grand frère a si bien le dire, si le président aujourd'hui qui est en défection carrément soutient un candidat, c'est que le candidat va à volo et ce sera du chou gras pour Mac-Henri du MDP. Mais aujourd'hui, je pense que la dame, elle va quand même essayer de travailler beaucoup plus. Elle a 70 ans, elle n'a plus toute son énergie, si on peut le dire, mais quand même, ce genre de situation ne permet pas à ce que tu aies forcément de l'énergie avant de travailler. Elle va faire ce qui est de droit pour permettre à son parti, premièrement, de retrouver son éclat. Et quand un parti dirige, il va falloir que ça déteint sur la population. Et aujourd'hui, la population, au moins, celui-là qui ne trouve pas à manger vit avec 1,9 $ de USD. Donc je pense qu'elle va continuer quand même à aller dans ce sens-là pour permettre à la population de mieux vivre, même si on sait que c'est juste une population de 2,5 millions d'habitants. C'est pas véritablement quelque chose de très difficile à diriger. Tant on sait que la Namibie regorge d'assez de ressources minières, le diamant, l'uranium, et ils sont le 3e producteur mondial de l'uranium à ciel ouvert. Donc je ne pense pas qu'ils peuvent avoir des problèmes, même si les Covid on peut balancer les choses entre temps, mais je suis sûr que la dame va faire figure de pro pour pouvoir permettre aux Namibiens de mieux vivre et de pouvoir entrevoir une meilleure démocratie. La démocratie, ça ne doit pas que se situer dans le parti, mais aussi l'opposition doit pouvoir travailler à arriver à diriger ce pays-là un jour pour qu'on puisse faire le juge entre le parti au pouvoir, le SWAPO, et les partis d'opposition. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On retrouve nos chers invités pour la suite de votre émission.